Bonsoir. La francophonie couvre divers domaines d'activité, à commencer par l'humanitaire, en passant par l'économique, l'éducatif, le culturel et encore le scientifique. L'invitée de ce soir est au croisement de tous ces domaines, car elle est psychologue clinicienne, psychanalyste, membre d'Espace Analytique, commandant réserviste du service de santé des armées à l'hôpital interarmé Percy à Clamart. Elle est également impliquée dans ses projets culturels et humanitaires tels que la création du film Arménie, le temps des artistes, la gestion du groupe Psychotrauma au sein de l'organisation Santé Arménie, etc. Bonsoir Anaïda Soter-Mesropian. Bonsoir Pinatia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre nom contient deux composants, français et arménien. Cela pourrait signifier la présence de deux identités, de deux cultures, deux langues. J'aimerais tout d'abord savoir à quel moment de votre histoire et comment avez-vous fait la connaissance avec la langue française? Mon nom, effectivement, contient les deux composantes parce que Dasseux, c'est mon nom d'épouse, puisque j'ai épousé un Français. Et Ter-Mesropian, c'est mon nom de naissance, que j'ai tenu à garder parce que j'avais envie de marquer cette appartenance-là, que ça soit pas oublié. C'est important, je crois, dans l'histoire des Arméniens que ça ne soit pas oublié, justement. La question, c'était depuis quand Oui, la connaissance avec la langue française. Quand, à quel moment ça s'est passé? Moi, je suis native d'Etchmiadzin et j'ai quitté l'Arménie, j'avais pas tout à fait 10 ans encore. Donc, j'ai appris le français à ce moment-là, en arrivant à l'école là-bas, en allant à l'école primaire au début, dans des plus petites classes, et puis on apprend assez vite à 10 ans, hein, mais en 2 ans, j'ai dû faire 4 années d'école primaire pour arriver à le temps d'apprendre à maîtriser la langue française, mais dans laquelle je me sens très à l'aise, effectivement. Parce que j'ai appris à lire et écrire en français, alors qu'en Arménie, j'allais dans une école russe, donc j'ai appris à écrire et lire le russe avant l'arménien, avec lequel j'ai plus de difficultés pour l'écriture et la lecture, mais ça revient. La langue française vous a permis d'intégrer la société française et tout particulièrement apprendre un métier qui permet de travailler avec la psyché humaine. Le choix de ce métier est-il le résultat de longues réflexions? Oui, je crois que je ne connaissais pas trop quand même le système éducatif en France non plus. Donc quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des études de psychologie sans passer par médecine, parce que j'étais pas bonne en maths, et donc j'étais très heureuse de ça, je l'ai fait. Oui, ça m'intéressait beaucoup. Puis après, je crois que au début, j'ai pas travaillé dans la psychologie parce que à 25 ans, on n'a peut-être pas assez de bagages de la vie pour vraiment écouter les autres. En tout cas, c'était mon cas. Donc, j'ai travaillé dans d'autres choses, dans la presse notamment. Et je suis revenue il y a 25 ans à la psychanalyse. Donc, c'est un parcours qui m'intéressait, mais que je trouve très intéressant parce que ça demande sans arrêt à se questionner, en fait. Même parce que chaque personne qu'on écoute a une histoire différente. On ne peut pas appliquer juste une liste de points théoriques à quelqu'un. C'est une histoire singulière à chaque fois qu'on doit écouter très attentivement. D'où j'ai ma deuxième question. Quelles sont les subtilités de ce métier, à votre avis? Pour aller vite, je dirais que la psychologie, un psychologue va plutôt s'adresser à résoudre le symptôme, et en psychanalyse, on va chercher les causes de la souffrance. Donc, je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais c'est nécessaire parfois de remonter aux causes pour que le symptôme ne vienne pas se répéter. Il peut être soulagé, mais si la racine profonde est vraiment douloureuse, je crois que c'est nécessaire de remonter jusqu'à cette racine et de comprendre comment ça s'est noué pour dénouer les choses et ne pas être dans une répétition d'un symptôme qui empêche de vivre à peu près correctement. Oui, et quelles sont les qualités clés pour être psychologue alors? Psychanalyste, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute. En tout cas, en tant que psychanalyste, il y a les études évidemment, hein, il y a les 5 années d'études requises. Enfin, quoique c'est pas obligatoire pour être psychanalyste, mais je trouve que c'est nécessaire parce que c'est le socle théorique
Oui. le corpus théorique sur lequel quand même notre réflexion se construit. Ensuite, pour les psychanalystes, cela nécessite d'avoir fait soi-même sa propre psychanalyse, donc c'est-à-dire d'avoir traversé cette question-là, et c'est une expérience très riche, compliquée, mais qui ouvre tellement d'expériences. Je dirais que ça, c'est vraiment précieux. Je crois que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait de psychanalyse moi-même. Et ensuite, c'est d'être sans arrêt en formation. On pratique tout au début en étant, en rendant compte à quelqu'un de plus expérimenté. On appelle ça des supervisions ou des analyses de contrôle. Donc, les cas que l'on écoute, on en rend compte à quelqu'un avec qui on s'assure qu'on a la bonne écoute et que dans la question du transfert, c'est un peu technique peut-être comme expression tout ça, mais dans la relation avec le patient, c'est ça le transfert, et des deux côtés, qu'est-ce qu'on ressent, et qu'on puisse le repérer au plus juste pour laisser la place à l'histoire du patient et non pas à la peine que ça pourrait nous faire, mais juste toute la place à l'histoire du patient. Donc c'est une formation perpétuelle tout au long de sa vie, c'est-à-dire ne pas hésiter à se remettre en question. Et ça, je trouve ça très riche. Et on devient un superviseur à son tour après, mais ça n'exclut pas d'interroger sa pratique avec des collègues régulièrement. Ce que j'entends, ce que vous dites, c'est il faut avoir cette écoute, justement, tout d'abord. Bien sûr qu'il faut avoir l'écoute et surtout écouter le patient dans son histoire et ne pas la mélanger avec la nôtre ou des questions qui sont très douloureuses, évidemment. On pourrait entendre des histoires qui nous touchent plus personnellement parce que ça pourrait ressembler à la nôtre, ou trouver que c'est tellement difficile, comment ils supportent ça. Ben non, en fait, on sait que s'ils sont là, c'est que c'est pour interroger pourquoi cette souffrance et pourquoi à ce degré-là, et pour les aider à décrypter les tenants et les aboutissants et pouvoir traverser ça. D'accord. La guerre de 2020, la défaite dans cette guerre, la déportation forcée des Arméniens du Haut-Karabakh a considérablement bouleversé la société arménienne et les mentalités des gens. D'après vous, est-ce que la société arménienne a pu vaincre les difficultés psychologiques engendrées par cette guerre? Où se situe-t-elle actuellement? Est-ce qu'elle a toujours besoin de réhabilitation psychologique? Alors, je ne peux pas répondre pour toute la société arménienne, hein, évidemment, mais je crois que le besoin de la prise en compte du psychisme, de la santé mentale est fondamental, partout, dans tous les pays, peut-être un peu plus en Arménie, peut-être comme l'Ukraine par exemple, qui se trouve dans un pays en guerre, menacé, ou on peut dire la Palestine, Israël, et d'autres, hein, il y en a d'autres, le Liban, on travaille avec des collègues au Liban aussi, qui sont dans cette menace permanente. Ça, c'est une première chose. Je crois que c'est nécessaire de prendre en compte ceux qui ont vécu la guerre, vous l'évoquiez tout à l'heure. Évidemment, il y a les traumas de guerre, il y a les pertes de camarades, il y a les pertes, les atteintes dans le corps, de la mobilité, peut-être de la perte d'un membre, un bras, une jambe, les brûlures, tout ce qu'on sait. Il y a tout ça, mais aussi il y a les effets sur la famille, sur les enfants, sur les parents. Donc tout ça, évidemment que ça touche les personnes et c'est très important de pouvoir les travailler pour pouvoir passer justement, ne pas rester dans le trauma. Le propre du trauma, c'est que ça sidère, on trouve pas les mots pour le dire. Ça se répète, l'événement se répète tout le temps, c'est les cauchemars, c'est un isolement social, c'est une difficulté à se réinsérer dans la vie professionnelle et personnelle aussi, hein, souvent. Donc c'est vraiment indispensable, je crois. Et bien sûr que c'est tabou pour beaucoup, peut-être un peu plus en Arménie et encore, même en France, souvent. Les soldats, ils peuvent dire « mais je suis pas faible, je suis pas fou ». En fait, il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit au contraire d'être fort, d'avoir le courage de regarder ce qui nous fait mal, ce qui nous pose problème et un empêchement à pouvoir avancer. Tout à fait. Depuis l'année 2020, vous êtes allé au-delà du cadre de travail de votre cabinet et vous avez apporté, et vous apportez toujours votre expérience et expertise en tant que chef du groupe psychotrauma au sein de l'organisation Santé Arménie. Pourriez-vous parler un petit peu des projets réalisés par Santé Arménie et quelle est votre part d'engagement là, dans cette organisation? Alors, Santé Arménie, effectivement, s'est construit en décembre 2020. En tout cas, pour la part psychotrauma, on a commencé en décembre 2020. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette organisation, c'est le professeur Arsène Meclignan qui l'a fondée.
qui est un professeur de médecine interne, c'est qu'il a rassemblé tous les professionnels dans tous les domaines de la santé, les dermatologues, les chirurgiens, les neurologues, et aussi la partie santé mentale. Et là, on s'est retrouvés, je suis pas seule à diriger ça, nous sommes 4 en fait. Moi, je suis venue en décembre avec un programme, un projet, avec Santé Arménie, qui s'installait, enfin qui s'inscrivait là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec les 3 autres de mes amis aujourd'hui. Ce sont des amis de travail, de rencontres sur notre terre d'origine, qui sont le docteur Patrick Alessian, qui est pédopsychiatre et psychanalyste à Paris, Sévan Minassian aussi, pédopsychiatre et psychanalyste, et notre collègue de Genève qui s'appelle Irène Migolian. C'est important pour moi de donner leur nom parce que c'est un vrai travail d'équipe. Et je crois que ça, c'est important à plusieurs titres. Je dirais que la force de Santé Arménie, c'était de rassembler beaucoup d'organisations ensemble. Et quand, malheureusement, en Arménie, on ne sait pas toujours être bien ensemble. C'est très dispersé. Là, on s'est rassemblés. Et je crois que ce point-là, c'est vraiment important pour apporter notre aide dans l'urgence de l'après-guerre. Mais aussi, dès le début, c'est le projet de dire, en fait, on travaille avec les compétences sur place et on les aide, on fait un transfert de compétences. On les aide, s'il y a des choses sur lesquelles on a plus d'expérience qu'eux, on leur apporte cette expérience-là. Et sinon, on les aide à questionner ce travail-là, à apporter oui, peut-être des contenus plus élaborés peut-être parce que l'histoire fait que la psychanalyse est installée depuis plus longtemps en France. Donc on travaille avec des supervisions, des séminaires, mais c'est ici, les professionnels d'ici, qui travaillent avec les patients. Oui, justement. Quels sont les projets actuels en cours de réalisation, les bénéficiaires et le public cible pour les projets? Alors, il y en a plusieurs. On a commencé avec les psychologues qui travaillaient sur les terrains de guerre et qui ont accompagné les soldats pendant 6 mois après. Vous en savez quelque chose. Et ensuite, nous avons continué. Nous avons aujourd'hui 12 psychologues salariés qu'on a choisi d'installer dans les différentes régions où il y a vraiment beaucoup de besoins. C'est le Sunik, bien sûr, avec Goris et Djermouk. Là, on a 6 psychologues en tout. Il y en a 4 à Goris et 2 à Djermouk. C'est des régions qui sont sans arrêt à la frontière et menacées, donc le mal-être est encore plus important. Les réfugiés du Haut-Karabakh sont passés aussi par Goris. Il y a eu quand même tous ces mouvements, quelques-uns sont restés. Et puis on est aussi depuis assez récemment à Rapan, et on a l'équipe mobile de Stepanakert, pour laquelle j'ai une tendresse peut-être un peu plus marquée. C'est pas une préférence, mais beaucoup d'admiration, parce que c'est le centre psychosocial Empathia à Stepanakert qui ont traversé l'exil comme tous les autres, avec qui on travaillait déjà depuis 4 ans, et qui, une semaine après être arrivés en tant qu'exilés ici, ont reconstruit les équipes mobiles de psychotrauma pour aller à la rencontre des familles dans toute la plaine de Ararat, et avec qui on continue à travailler aujourd'hui. Tous les projets que vous avez mentionnés, je connais qu'il y a aussi un autre projet qui a été mis en place avec l'Université de médecine d'État de Yerevan. Ouais. Et dans le cadre de cette collaboration, il y avait un groupe de spécialistes qui devaient partir en France pour faire un stage. Et justement, dans cet objectif, il y avait l'apprentissage de la langue française qui a été mis à disposition de ces personnes. Et quel est actuellement l'état de ce projet et qu'est-ce que la maîtrise de la langue française apporte dans ce contexte aux bénéficiaires de ce projet? Je crois que c'était vraiment fondamental. Encore une fois, c'est dans le projet de Santé Arménie d'être totalement dans cette francophonie, puisqu'en fait, je crois que là, il y a beaucoup la question de la francophonie, c'est-à-dire que ce soit un transfert de compétences, d'énergie, de savoir-faire. Et on a proposé, et c'est le docteur Patrick Alessian qui a piloté ce projet-là. C'est beaucoup de travail. Il a toutes les connexions en France avec l'université de Créteil, effectivement, qui a mis ce projet en place, qui s'est réalisé, où on a eu une psychiatre et 2 psychologues qui ont appris la langue française, ici avec l'UFAR, si je me trompe pas. Je crois que vous y avez participé d'ailleurs à cet enseignement, et qui sont venus ensuite pour 2 périodes, 2 fois 3 mois, en France, se former dans les hôpitaux, notamment la prise en charge des enfants, qui est un peu moins développée ici, au niveau de la santé mentale. Donc ça a été, je crois... La pédopsychiatrie ou d'autres domaines, Oui.
l'autisme, la pédopsychiatrie, voilà, tout ce champ qui est moins développé en Arménie. Et aujourd'hui, dans ce transfert-là de compétences, on a par exemple une des psychologues qui s'appelle Tatevika Abrahamian, qui est venue, qui a passé 6 mois en France, qui a remarquablement progressé sur le français. Et c'est assez admirable, parce que c'est pas facile, on le sait, de tout laisser derrière soi, partir 3 mois et apprendre et revenir et repartir. Et mais qui a beaucoup, elle avait déjà beaucoup d'expérience avec les adolescents. Là, elle a renforcé ça avec les enfants. Et aujourd'hui, on s'appuie aussi sur elle pour proposer des formations à nos autres psychologues employés par Santé Arménie pour les former à la prise en charge des enfants et des adolescents. Donc, en quelque sorte, elle est devenue votre partenaire sur place, sur terrain. Absolument. Elle est devenue notre partenaire sur place. C'est vraiment le but, hein. C'est que nous, petit à petit, on restera toujours en fond. On continue à donner beaucoup de séminaires, beaucoup de supervision, quelques thérapies aussi. Mais de plus en plus, c'est les professionnels ici qui prennent le relais des supervisions, parce que c'est des grands professionnels aussi et qui ont complété la part de formation nécessaire dans certains domaines comme la pédopsychiatrie. Merci. Parlons de l'art. Vous êtes l'auteur et co-réalisatrice du film Arménie, au pluriel si je ne me trompe pas. Oui. Le temps des artistes, qui a eu une large résonance dans le monde du cinéma et qui a remporté des prix, y compris le prix du meilleur documentaire. Racontez-nous, s'il vous plaît, l'histoire de ce voyage bien particulier. Le film aborde le sujet de transmission, la transmission entre les artistes francophones d'origine arménienne et leurs enfants. De quelle transmission s'agit-il plus précisément pour vous? Alors, c'est vrai qu'il y a un S au titre Arménie, parce qu'il y a le S entre parenthèses après, à la fin du mot de Arménie, parce que c'était pour parler de plusieurs manières d'être arménien, peut-être aussi. Hein. C'est pas qu'une manière d'être arménien. Je crois que ça, c'est important, cette diversité-là. Et c'était très important pour moi de parler, ça l'est toujours, hein, de la transmission du monde des artistes, qui m'a toujours beaucoup intéressée, et qu'est-ce qu'on transmet par l'art. Je crois qu'on transmet souvent beaucoup plus de choses de manière plus subtile et peut-être plus marquante par l'artistique que uniquement par l'éducation didactique, on va dire. Voilà. Parce que c'est un langage plus universel peut-être aussi. Donc j'avais un projet de livre qui s'est pas fait, je l'ai transformé, je vais aller vite parce que sinon ça serait trop long, en projet de documentaire. Il se trouve que j'ai la chance de connaître quelques artistes qui sont bien connus en Arménie aussi. C'est vraiment la francophonie. Ils ont toujours travaillé. Personne n'a oublié l'Arménie en fait de ces artistes-là qui vivent, qui sont issus d'Arménie ou du Liban ou d'Égypte, comme Atomé Goyan, comme Serge Avedikian, il est issu d'Arménie mais il vit en France. Simon Abkarian, il est du Liban, mais il vit en France, et puis des musiciens qui sont dans le film. Et la question était comment ils arrivent à intégrer l'histoire de l'arménité dans leur travail sans être vindicatifs, mais et surtout, voilà, comment ça s'inscrit, comment ça les inspire, comment ça les empêche peut-être aussi, mais voilà, à être représentés dans leur travail et comment ils l'ont transmis à leurs enfants qui sont artistes aussi. Ça m'intéressait. Je me disais comment ça se fait que leurs enfants, par quoi ils sont arrivés à décider eux d'être artistes. Et c'est ce témoignage-là, ils m'ont donné leur confiance les uns les autres. Et j'ai tenu à travailler sur ce film avec un réalisateur français qui est un ami de longue date, David Vital-Durand, que je remercie encore. Il entendra sûrement l'émission. Justement dans le cadre de la francophonie. Pour moi, vous parliez de double culture au début, bien sûr qu'il y a une double culture, mais l'une enrichit l'autre toujours. Et je voulais qu'on puisse parler des Arméniens et des artistes arméniens dans le monde, et vu aussi par cette esthétique du regard d'un Français, qui connaît pas l'Arménie, il connaît l'Arménie parce qu'il me connaît moi, et ce que j'ai pu lui en raconter, mais il en connaissait rien du tout. Il s'est plongé dans le travail de tous les artistes, de tous les films de Guédiguian, de Atomé Goyan, de tout le monde. On allait voir des pièces ensemble. Il a écouté les musiques de Macha Garibian et d'autres. Et voilà, cette sensibilité-là française à la culture arménienne, je crois que d'avoir son œil et son oreille sur ce film-là était vraiment important aussi dans ce partage franco-arménien, justement.
En tout cas, vous avez trouvé une manière très subtile de la transmission qui était très, très émouvant à voir sur l'écran. En tant que téléspectatrice, je peux le dire. Je crois ce qui était vraiment important pour moi, d'abord, on a eu une seule prise avec chaque artiste. C'est-à-dire que la question, on était en confiance, mais il n'y a eu qu'une seule prise. On n'a pas fait de répétition, on prépare telle réplique. Je posais des questions, il répondait très sincèrement, et je crois que ça se sent, c'est ça qui est touchant. Et puis la question de la transmission avec leurs enfants, ils découvrent comment leurs enfants parlent d'eux, en fait. Tout à fait. Ça, c'est universel. Ça peut être français, ça peut être italien, ça peut être marocain, ça peut être chinois, peu importe. Je crois que le lien parent-enfant est universel. Et c'est peut-être pour ça que ça a porté dans le monde. C'est pas du tout une fierté narcissique personnelle, mais pour moi, j'étais très, très heureuse que la culture arménienne, vu à travers aussi des billes culturels franco-arméniens, et une résonance dans le monde. Donc j'étais très fière que des festivals demandent à voir le film. On a eu le prix du meilleur documentaire à New York, à Toronto, dans bien d'autres pays, à Vienne en Autriche, etc., qui sont pas du tout des festivals arméniens, mais qui ont eu il y a quelque chose de la culture arménienne qui a pu être montré à l'extérieur, et je trouve que ça, c'était important. Le téléspectateur pourra-t-il voir prochainement d'autres créations cinématographiques ou autres d'Anaïd Dasse? Je travaille sur un prochain documentaire où il y aura toujours de l'artistique, mais je voudrais pas en dire plus aujourd'hui, j'espère. D'accord, on est hâte de voir vos projets. Et peut-être pour revenir au projet actuel de Santé Arménie, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'il y a de nouvelles collaborations sur long terme? Est-ce qu'il y a de nouvelles idées qui viennent au fur et à mesure après la guerre, justement, après la guerre où c'était nécessaire d'intervenir d'emblée sur place? Ça continue et ça va continuer sur le long terme, je pense, tout au long de notre vie. C'est vraiment une volonté profonde que nous avons. J'ai envie de parler particulièrement de la revue qui va être publiée aussi dans le cadre de ce... Il y a la revue, juste avant aussi, il y a en fait toujours par le docteur Patrick Alessian qui a continué à travailler sur la collaboration entre la France et l'Arménie. Ça y est, en fait, un accord de collaboration entre l'université de Caen et l'université d'Arménie vient d'être signé pour commencer en fait aussi un enseignement entre les deux universités, plus spécifiquement sur les traumatismes, sur plein d'aspects parce qu'il n'y a pas un traumatisme, il y a beaucoup d'aspects du traumatisme, un traumatisme simple, un traumatisme multiple chez certaines personnes, etc. L'enseignement, ça veut dire qu'il y aura des spécialistes qui vont intervenir sur place pour enseigner à l'inverse? Oui, je pense que ça va être ça. C'est en train d'être affiné et peut-être qu'à l'occasion, Dr Patrick Alessian qui mène vraiment ce projet à bout de bras et on est tous très très heureux de ça. C'est en train de se construire avec les universitaires ici et les universitaires en France. Donc là, il y a une vraie coopération franco-arménienne qui est vraiment importante, comme ça existe en architecture par exemple. J'ai une sœur qui est dans l'architecture et elle a mis cette coopération entre les deux pays. Suzanne Monod, une petite pensée pour elle. Et par ailleurs, l'ambassade de France nous a toujours soutenus avec Santé Arménie et je les en remercie aussi, sincèrement, parce que il y a une vraie implication et on se sent vraiment soutenus aussi. Donc, ils nous ont toujours aidés à aborder les différentes questions qu'on pouvait avoir. Et le prochain projet, l'autre prochain projet, ça sera la 3e édition de la journée de la santé mentale qu'on organise avec donc le groupe Psychotrauma de Santé Arménie qui a lieu à Yerevan, que l'on fait chaque année. Donc, ça sera pour la 3e année à Yerevan. Jusqu'à présent, c'est à la fois pour faire le bilan sur toutes les actions menées dans l'année avec l'ensemble des personnes avec qui on travaille. Donc, il y a une 20aine de personnes, il y en a une 15aine de salariés, mais d'autres qui continuent bénévolement à collaborer avec nous. Y compris vous-même. Nous-mêmes, nous travaillons toujours bénévolement, effectivement. Nous venons, totalement bénévolement, à nos frais pour travailler. Moi, je viens 3 fois par an ou 4 fois par an en Arménie. Et là, donc, il y a une revue de référence en France qui s'appelle Psychologie clinique, qui publie 2 numéros par an, dont le numéro d'octobre de cette année, 2025, va être consacré à l'Arménie. Et nous coordonnons ce numéro avec Dr Patrick Alessian pour en fait présenter l'Arménie, pas uniquement d'un point de vue psychologique, on a décidé qu'on ouvrirait un peu, ça sera d'un point de vue historique, sociologique,
l'histoire de l'art, la culture, à l'intérieur, donc il y aura l'entretien d'un artiste dedans, et les historiens, encore une fois sociologues, et bien sûr les spécialistes de santé mentale entre la France et l'Arménie qui vont y contribuer. L'ambassade a accueilli très favorablement ce projet, qu'ils vont faire traduire pour qu'il existe aussi en arménien, et nous le présenterons lors de la journée d'octobre, où il y aura Madame Janine Altounian qui viendra, qui est la traductrice de Freud, une grande dame, dans tous les sens du terme. Qui est assez âgée déjà. 90 ans, mais qui a une énergie... Qui a une énergie impressionnante. Absolument, ouais, sans faille. Anaïd Dast, merci. Merci à vous pour cet intérêt, parce que je crois que l'ouverture des frontières est fondamentale, en fait. Là, il se trouve que c'est la France, et évidemment, j'aime profondément la France, tout autant que j'aime l'Arménie, mais je crois que ce dedans-dehors et ces allers-retours sont fondamentaux pour les deux pays, en fait. Le temps de l'histoire est un peu compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de peur des différences. Et là, je trouve que d'être toujours dans ce va-et-vient d'un dedans et d'un dehors, c'est-à-dire dans l'Arménie, en dehors de l'Arménie, dans la France, en dehors de la France, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres? C'est une question vraiment fondamentale qui nous tient à cœur. Tout à fait. Merci, Anaïd Dast. Merci à vous.